Pour ce qui est du sujet que je vais aborder avec vous en une dizaine de minutes maximum, hein, ou 15 minutes maxi, hein, c'est celui de l'intégration de données en environnement Big Data. Bien sûr que cette intégration de données, elle est assez connue dans le domaine du data management, hein, c'est une tâche assez complexe. Déjà en environnement classique, hein, c'est-à-dire que voilà, pour traiter des données de base de données de taille moyenne ou de grande taille, c'est déjà une activité assez difficile et complexe. Et le big data, hein, donc quand on passe à des volumétries encore beaucoup plus grandes ou gigantesques, où les données sont très volumineuses et proviennent de sources multiples, et bien, l'intégration de données est rendue encore plus difficile. Donc, dans le cours qui est préparé par Capidata sur cette intégration de données, nous abordons ce concept-là, hein, sur le plan, on va dire, un peu plus théorique. Hein, qu'est-ce que, sur le plutôt conceptuel que théorique. Hein. Donc, on verra ce que c'est que l'intégration de données, hein, ces enjeux, hein, quel intérêt aux organisations de manière générale et aux entreprises de manière un peu plus particulière, hein, à faire de l'intégration de données. Ensuite, qu'est-ce qui rend cette activité difficile et a fortiori en environnement big data? Donc voilà les 3 points que je vais très rapidement survoler pendant ces 10 minutes. Eh ben, j'aimerais démarrer cette présentation par le constat suivant. C'est que les données, hein, qui sont nécessaires à une meilleure organisation ou à l'optimisation de l'activité des entreprises, ces données-là, elles sont nécessairement et inévitablement éparpillées ou réparties, hein, sur plusieurs systèmes d'information, hein, pour ne pas dire sur plusieurs bases de données. On utilise généralement le terme de source de données. Donc les données, elles ne sont jamais regroupées dans une seule base de données. Au sein même d'une organisation ou d'une entreprise, les données sont éparpillées dans plusieurs sources ou bases de données. Hein. Je prends une grande entreprise, je ne veux pas nommer des entreprises, qui est structurée en plusieurs services. Eh ben, les données de cette entreprise-là pourraient être stockées en partie dans la base de données, par exemple, du site web. Hein. Vous savez que voilà, les sites web en général utilisent leur propre base de données. Donc voilà, tout ce qui est données du web ou des connexions web sont dans une base de données dédiée à ce site web. Les données concernant la relation client sont stockées dans un CRM. C'est un système qui permet donc de gérer la relation client, hein, tout ce qui est les commandes clients, les factures, en tout cas toutes les données nécessaires au bon suivi du client et de ses commandes sont stockées généralement, pour les grosses entreprises en tout cas, dans des CRM. Ensuite, les données par exemple, du stock, hein, des stocks de produits sont stockés dans des bases de données propres et ainsi de suite. Donc, au sein même d'une organisation, ces données sont généralement réparties ou éparpillées dans plusieurs bases. Et là, je présente dans cette slide-là un exemple très représentatif de la problématique de l'intégration de données. C'est que les données, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, d'un individu, ça peut être un client, ça peut être un collaborateur, un employé d'une entreprise, hein, ou ça peut être tout simplement, hein, là je parle d'un client, mais ça peut être toute entité de manière générale, hein, ça peut être un produit, ça peut être un service, au sens service rendu au client, hein, le service d'entretien de véhicules, le service de nettoyage des habitations, etc. Et donc, ce client-là qu'on voit au milieu, hein, ces données sont nécessairement réparties ou éparpillées dans plusieurs bases de données, dans plusieurs sources. Je prends une personne physique. Eh ben, je peux vous dire et affirmer que les données, hein, concernant cette personne physique sont nécessairement dans plusieurs sources de données. Hein. Par exemple, tout ce qui est
état civil de cette personne, nom, prénom, âge, la filiation, c'est-à-dire les parents, hein, et puis ville de naissance, sont stockés dans sa mairie de naissance, par exemple. Vous voyez, donc tout ce qui est données d'état civil sont à la mairie. C'est un exemple bien sûr concret. Ensuite, cette personne-là, au courant de sa vie, elle a contracté, malheureusement, comme tout le monde, des maladies. Et donc, hein, on l'a tous vécu. Donc, nous avons tous consulté différents établissements de soins, différents hôpitaux, différents cabinets médicaux ou médecins généralistes. Donc, cette personne-là a dû consulter dans plusieurs établissements de soins. Donc, à chaque consultation, il y a des données médicales qui sont générées et stockées dans l'établissement de soins. Donc, la donnée médicale de cette même personne se retrouve un peu éparpillée dans plusieurs systèmes d'information ou dans plusieurs établissements de soins. Voyez. Donc, rien que la donnée médicale, pour diagnostiquer une maladie, ben, on a en tout cas tout intérêt, pour mieux faire ce diagnostic, on a tout intérêt à aller piocher dans l'histoire ou l'historique médical de cette personne, qui est donc dans plusieurs sources. Ensuite, à droite, cette personne-là a dû travailler pour un employeur, voire pour plusieurs employeurs. Donc, à chaque fois que cette personne travaille ou a travaillé chez un employeur, eh ben, l'employeur, forcément, il détient un certain nombre d'informations ou de données sur cet employé ou sur cette personne, comme par exemple la date d'embauche, le poste, les missions réalisées, ses compétences, les formations qu'a réalisé cet employé, les salaires, et ainsi de suite. Donc, les données professionnelles sont chez ces 7 ou ces plusieurs employeurs. Les données concernant son environnement de vie se retrouvent chez son bailleur, puisque cette personne, si elle a signé un bail de location, donc cette personne, du coup, elle a fourni des informations à son bailleur, et son bailleur donc sait à quelle adresse habite cette personne, quelle est la taille de son logement, quel est généralement, on connaît aussi les membres ou le nombre de personnes vivant dans le foyer, et ainsi de suite. Et bien sûr, cette personne a dû réaliser des achats, comme tout le monde, sur des sites internet, sur des sites de e-commerce, et donc à chaque achat, eh ben, le site a dû enregistrer les commandes réalisées par cette personne. Vous voyez, donc, autour d'une personne physique, vous avez tout un ensemble de données, des données d'état civil, médical, professionnel, les habitudes d'achat, les commandes, etc., eh ben, qui sont stockées dans différentes et dans de multiples sources de données. Eh ben, la problématique maintenant, c'est que comme le disait tout à l'heure Reda, là, si j'ai besoin, par exemple, de comprendre ou de mieux cerner cette personne-là, de comprendre ses habitudes commerciales ou de comprendre un peu son comportement professionnel, ou simplement pour diagnostiquer une maladie. Reda a donné un exemple sur le médical. Bon, j'approfondis un peu, enfin, je continue un peu sur cet exemple-là, qui est le médical. Voilà, cette personne-là consulte, d'accord? Consulte chez un généraliste ou dans un hôpital pour un symptôme quelconque. Je ne dirais pas le coronavirus, mais voilà. Et donc, le médecin qui va diagnostiquer cette maladie chez cette personne-là va vouloir euh, collecter ou avoir le maximum d'informations sur cette personne-là. Exemple, cette personne, elle vient avec des douleurs à la tête. C'est un exemple très simple, vu que j'ai beaucoup travaillé dans le médical. Ma thèse de doctorat, d'ailleurs, c'est une thèse un peu sur l'intégration aussi en utilisant les outils de la logique, de la logique du premier ordre, et appliquée au domaine médical. Donc ça, c'est un cas qui revient beaucoup. J'ai un patient qui a des douleurs à la tête, par exemple, et on veut diagnostiquer cette douleur. Eh bien, euh, en tout cas, différents diagnostics peuvent être posés, comme par exemple, ça peut être hein, un stress professionnel, ça peut être lié à son environnement de vie, c'est-à-dire à son logement. Peut-être que la qualité de l'air ou la qualité du logement n'est pas bonne, ou
ce qui fait que le patient, cette personne-là, ne dort pas suffisamment et du coup ce cumul engendre donc des douleurs à la tête ou ailleurs. Ça peut être aussi effectivement un phénomène héréditaire, génétique, pourquoi pas, qui a été hérité des parents, et dans ce cas-là, on a besoin des informations concernant ses parents, sa filiation, qui sont ses parents, ça c'est fourni par la mairie. Ces douleurs à la tête, ça peut être lié aussi à la consommation peut-être alimentaire, hein, donc peut-être que voilà, il a dû consommer des produits qui n'étaient pas, en tout cas, ou qui ont provoqué ces douleurs, hein, en tout cas cette maladie. Et ça, on peut le savoir, hein, donc la consommation qu'il a faite, on peut la récupérer à partir des sites des e-commerçants. Donc, en tout cas, les sites de e-commerce hein, stockent les derniers achats ou les achats que réalise ce client. Donc, rien que pour diagnostiquer, nous avons besoin d'explorer différentes données autour de cette personne. Des données hein, de ses ascendants, hein, pour voir un peu si ce n'est pas un phénomène héréditaire, des données professionnelles pour voir un peu dans quel cadre il vit, hein, donc quelle est la qualité le bien-être au travail. Ça peut être aussi lié à son logement, etc. Donc voilà, donc ça, ce n'est qu'un exemple. Hein, on peut donner beaucoup de nombreux exemples qui nécessitent un accès à des données diverses et variées. J'en donnerai un autre exemple plus tard, de manière un peu plus concrète. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les données sont éparpillées dans plusieurs bases et sources, et en même temps, hein, pour un meilleur diagnostic ici, pour un meilleur suivi, pour une meilleure compréhension d'un client, pour une meilleure prédiction des besoins, de l'évolution des températures, de l'environnement, du comportement d'un client, etc., nous avons besoin de collecter ou d'accéder à l'ensemble, accéder donc analyser l'ensemble de ces données-là et ne rien négliger. Je vais maintenant positionner l'intégration de données dans le processus un peu global du traitement de données, que ce soit dans le big data ou autre. Donc les données, elles sont stockées, comme je viens de le dire, dans plusieurs sources ou bases à gauche. Elles sont dans un premier temps collectées. Le processus d'intégration de données permet donc de rapprocher et de croiser toutes ces données-là, hein, qui viennent de sources différentes, pour produire une seule source très riche et complète. Et cette source-là, elle est ensuite mise à disposition aux algorithmes d'analyse, donc de machine learning, de deep learning, etc., pour effectivement faire des analyses ou des reporting, hein, ou des calculs des KPI, les indicateurs de performance, etc. Des prédictions, des corrélations ou des rapports tout simplement des dashboards. Et ces résultats-là sont ensuite fournis à l'utilisateur final. Bien, donc l'intégration de données, c'est ce processus-là. Quand on parle de processus, donc on parle d'un enchaînement de tâches. Si on parle d'un enchaînement de tâches, c'est parce que l'intégration de données est tellement complexe qu'elle ne peut être faite en une seule action, en une seule tâche. Hein, c'est très complexe, comme vous pouvez peut-être le ressentir. Hein. Donc, ça se fait en plusieurs étapes et donc on parle de processus. Voilà, donc c'est un processus assez complexe et il peut être lent parfois, qui consiste donc à rapprocher et croiser toutes ces sources de données-là pour n'en faire qu'une seule. Voilà donc ce que c'est que l'intégration de données. Maintenant, quel intérêt ou quel est l'apport de l'intégration de données dans le traitement de la donnée, hein, de manière générale? Eh bien, je donne ça, ou j'expliquerai ça à travers un exemple très simple. Donc, disons que là, j'ai une seule base de données, c'est la base de données des clients d'une entreprise. Cette base de données contient ici 5 clients, d'accord, du client 123 au client 459, mais bon, d'une manière non contiguë, non séquentielle, donc 5 clients. Ils sont tous parisiens. Alors, remarquez que le client Boyer, on ne connaît pas son logement, donc là, on est face à une donnée manquante, et on aimerait bien faire une analyse de ces clients-là. Hein.
Comprenez que là, c'est juste un petit exemple pédagogique. En général, cette base de clients, c'est une base assez volumineuse. Vous avez beaucoup de lignes, beaucoup de clients donc, et beaucoup de colonnes et donc de variables ou d'attributs. Et donc, l'analyse nécessite de l'utilisation d'algorithmes pour automatiser cette analyse. Et donc là, qu'est-ce que je peux dire sur le profil de mes clients concernant justement leur situation immobilière, concernant leur type de logement, sont-ils locataires ou propriétaires? Là, qu'est-ce que je peux dire? Les Parisiens, si je regarde la ville, sont tous Parisiens. Les Parisiens, ils peuvent être locataires comme ils peuvent être propriétaires. Et ce, de manière 50-50. Vous voyez, 50% des Parisiens sont locataires, à savoir le Parisien, enfin le client, pardon, Dupont, hein, le 123, Dupont et SAR sont locataires, donc 2 sur 4, parce que le client Boyer, je l'élimine puisque je ne connais pas son type de logement. Donc sur 4, j'ai 2 locataires et 2 propriétaires. Donc je suis à 50-50. Est-ce que je peux tirer un profil des clients parisiens? Non, hein, puisque on va dire la confiance ou la probabilité qu'un Parisien, qu'un client parisien soit locataire, elle est de 0,5. Hein. Elle n'est pas suffisamment pertinente, elle ne tend ni vers 0 ni vers 1, donc il n'y a pas de pertinence à ce niveau-là, au niveau de l'analyse. Par contre, maintenant, j'utilise, en plus de cette base de clients, je vais utiliser une autre base de données, qui est ici représentée par un fichier, on va dire, tabulaire, un fichier Excel. Ça, c'est de manière générale, hein, sur le terrain, les données, beaucoup de données, elles viennent aussi de fichiers Excel. Et ce fichier Excel-là me donne en plus, hein, enfin, il me donne le secteur d'activité des clients que je n'avais pas dans la table des clients, dans cette première source. Donc, ça me donne le secteur d'activité et ça me permet, hein, ça m'a permis de savoir que le client Boyer, qui était une donnée manquante ici, son logement, enfin, il est locataire de son logement. D'accord? Donc l'intégration de données, le fait d'utiliser une autre, hein, donnée ou tout simplement de croiser ma première base avec ce deuxième fichier Excel m'a permis d'une part de compléter mes données manquantes, hein, sans avoir à faire d'interpolation, de calcul, et ça m'a permis également d'enrichir les informations que je peux savoir ou que je peux avoir sur mes clients, à savoir ici le secteur d'activité. Et à ce niveau-là, en rajoutant le secteur d'activité, je remarque que, hein, les algorithmes d'analyse peuvent l'extraire de manière automatique. Hein. Vous avez, hein, par exemple le random forest ou ça c'est une méthode ensembliste un peu, ou FP Growth ou de base l'a priori par exemple, qui calcule ce genre de règles d'association. Là, je peux savoir que les clients qui travaillent dans le secteur de la santé sont tous locataires. Là, c'est quand même une information ou alors une connaissance assez intéressante qui est de dire toute personne, d'après en tout cas ces données-là, hein, toute personne travaillant, tout client travaillant dans le secteur de la santé, eh ben, est locataire de son logement. Et cette règle-là, elle est fiable à 100%, en tout cas d'après cet échantillon d'études. Hein, vu que voilà, si on est dans la santé, alors on est locataire. Ça se calcule avec une probabilité conditionnelle assez simple, hein, c'est la probabilité qu'une personne soit locataire, sachant qu'elle travaille dans le secteur de la santé. L'intégration de données, elle permet également d'enrichir les données en ligne, hein, c'est-à-dire en profondeur. Là, j'ai eu un enrichissement en largeur, c'est-à-dire qu'on a eu une colonne de plus, hein, c'est-à-dire en largeur comme ça. Hein. J'avais l'identifiant nom, ville et logement, j'avais 4 attributs sur les clients. Hein, avec ce nouveau fichier, avec l'intégration de données ou l'intégration de ce nouveau fichier Excel, j'ai un cinquième attribut qui est le secteur d'activité, un enrichissement en largeur. L'intégration de données permet également de faire ce qu'on appelle de l'enrichissement en ligne ou alors en profondeur. Autrement dit, ici, le fichier Excel m'a permis de rajouter de nouveaux clients. D'accord? Au départ, j'avais 5 clients.
Et puis ce fichier Excel, c'est un deuxième fichier Excel, hein, m'a permis donc de rajouter 5 autres clients, hein, les clients qui apparaissent ici en rouge, hein. Et en rajoutant, je repars bien sûr de mon fichier de départ, hein, en rajoutant donc ces nouveaux fichiers, là, lorsque je lance mes algorithmes, mon algorithme d'analyse, hein, là, mon algorithme va me détecter un profil ou alors une connaissance intéressante qui est que 80% des Parisiens sont locataires. Là où je ne pouvais rien dire dans la base interne, on va dire, à l'entreprise, dans ma base de données seul, hein, les Parisiens peuvent être à 50% locataires et à 50% propriétaires. Bon, c'est quand même une règle qui n'est pas très pertinente, hein, vu que la probabilité est de 0,5, hein, elle est à moitié, quoi. Donc, avec ces 5 nouveaux clients, donc je constitue une base plus riche en ligne. Donc, j'ai 10 clients, ils sont tous parisiens, et là, j'ai 80% des Parisiens sont locataires. Donc, tous ces Parisiens qui sont en rouge sont locataires, plus les trois, hein, le Sar, Boyer et Dupont, ils sont également locataires. Donc, le nombre de Parisiens locataires est de 8 sur 10 Parisiens, donc 80%. Donc, voilà un exemple très, très simple, très pédagogique qui montre un peu l'intérêt de l'intégration de données qui permet donc voilà, aux algorithmes d'analyse d'extraire des motifs ou alors des connaissances ou des prédictions très intéressantes, hein. Parce que cette règle-là, quand je dis que 80% des Parisiens sont locataires, ou ici 100% des personnes ou des clients travaillant dans la santé sont locataires, là, je pourrais plus tard, si j'ai un nouveau client pour lequel je ne sais pas son logement, par contre, je connais son secteur d'activité, hein, d'accord. J'ai par exemple le client 500, hein, peu importe son nom, il est parisien ou pas, il travaille dans le secteur de la santé, mais je ne sais pas, hein, je veux prédire son logement. Et ben, d'après cette règle-là, et d'après bien sûr ces données d'apprentissage, et ben, ce client-là, ce nouveau client, il serait donc locataire de son logement. Bien, maintenant, ok, on vient de voir un peu l'intérêt de faire de l'intégration de données, hein, c'est-à-dire d'utiliser hein, plusieurs sources de données pour faire l'analyse des données. Maintenant, utiliser plusieurs bases de données ou plusieurs sources de données, hein, pose une certaine complexité qui est que ces données-là, malheureusement, en tout cas de fait, elles sont stockées dans des sources complètement indépendantes. C'est un peu le postulat ou l'hypothèse de travail de l'intégration de données, hein. C'est que les données, elles sont éparpillées dans plusieurs bases ou sources de données et que ces sources-là sont totalement indépendantes. Qui dit indépendante dit qu'elles ont été conçues et mises en place indépendamment, sans concertation, sans aucune homogénéisation, hein, des outils, ni des formats, ni des modèles, hein. C'est-à-dire que hein, la base de données à gauche, par exemple, c'est la base des clients, elle a été conçue indépendamment de la base des partenaires. Ça, c'est par exemple la base SQL à gauche, hein, c'est une base de mes propres clients, je suis une entreprise, hein. Et puis après, la base NoSQL, c'est la base des clients d'un partenaire. Et mon entreprise, moi, et mon partenaire, lorsque nous avons chacun de son côté conçu ces bases de données pour stocker nos données, on ne s'est pas concerté. On l'a fait de manière totalement non concertée ou indépendante. Ce qui fait que les données se retrouvent stockées dans des bases complètement hétérogènes, hétérogènes au niveau des outils, vous voyez, des bases SQL, non SQL, des fichiers tabulaires comme Excel et autres, ou des fichiers CSV. Ça peut être dans des fichiers JSON ou carrément des API REST, des API Web Services JSON. Ça peut être dans des formats autres, dans des formats de type graph par exemple, graph RDF. Ça peut être des bases NoSQL graph ou documentaire, enfin, de type document ou de type orienté colonne ou clé valeur, peu importe le format, hein, d'accord. Donc ces données-là,
sont généralement, ça c'est factuel, hein, quand on fait de l'intégration de données, on est face à des outils complètement différents. Et plus que ça, ce ne sont pas que les outils ou les modèles qui diffèrent, hein, donc les vocabulaires et les unités de mesure sont complètement différentes. J'explique ça à travers cet exemple. Je veux faire l'intégration de toutes ces sources, c'est parce que tout simplement mes données sont stockées dans ces 4 sources, et pour faire l'analyse de mes clients, ce sont des clients, voilà, j'aimerais rapprocher, hein, les données de ces 4 sources, hein, source SQL, en haut à gauche, en haut à droite une source JSON, en bas à gauche une source RDF. En fait, RDF, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le format standard de structuration des données du web. C'est un format qui est standardisé par le W3C, hein, c'est l'organisme qui standardise un peu les outils du web. C'est un format orienté graphe. Hein. C'est simplement un format, hein, c'est pas très compliqué, c'est un format à base de graphe. Vous voyez ici donc nœud et puis arc, hein, c'est orienté et puis étiqueté. Et puis j'ai un fichier tabulaire, c'est un fichier Excel. Voilà, j'aimerais rapprocher tout cela. Donc voilà, j'ai des formats complètement différents. Sauf que, effectivement, j'ai tout intérêt à faire un rapprochement parce que, comme vous pouvez le voir ici, le client qui est identifié dans cette base SQL par le numéro de sécurité sociale 123, hein, cette base, elle me donne son nom et son adresse, et ce fichier ou cette API JSON ou cette base de données non SQL, ça peut être MongoDB, hein, elle me donne pour ce même client, pour le même client 123, elle me donne sa profession. Donc, cette base non SQL va pouvoir enrichir ou compléter, elles sont complémentaires en tout cas, hein, avec cette base SQL. Ce fichier Excel en bas des clients, pour ce même client 123, hein, je saurai, elle me donne en tout cas son employeur. Je saurai qu'il travaille pour l'université de Pierre et Marie Curie, hein, Paris 6, enfin, l'université Paris-Sorbonne, hein, puisque les universités ont fusionné depuis janvier 2020. D'accord? Donc voilà, pour avoir une information plus complète, hein, c'est ce qu'on appelle actuellement l'information 360 degrés, hein, c'est-à-dire qu'on voudrait ramasser ou savoir ou collecter l'ensemble des informations qui permettent de comprendre toutes les facettes d'une entité, ici un client. Ensuite, hein, je continue toujours sur ce qui rend l'intégration de données complexe. Je disais que hein, les sources de données sont totalement indépendantes. Là, c'est au niveau des formats. Hein. Ici, c'est au niveau, par exemple, des vocabulaires et des unités de mesure. Hein. J'ai, par exemple, dans la base interne de l'entreprise, base interne, hein, il n'y a pas lieu de mettre un du, hein, j'ai des clients. Et pour chaque client, j'ai son nom et ses coordonnées postales. J'ai une relation entre les deux. J'ai des biens immobiliers. Ah, bon, peu importe la relation entre les deux, je suppose que je l'ai dans une troisième table, par exemple. Donc, j'ai des biens immobiliers aussi qui sont stockés dans la base interne à cette entreprise. Pour chaque bien, je connais son type. Est-ce une maison, un appartement, un local commercial ou un château? Je sais aussi la surface et la taille en nombre de pièces de ces biens immobiliers. Et puis dans la base du partenaire que j'utilise aussi pour enrichir ma base interne, la base du partenaire, je suppose, effectivement, dans ce contexte-là, parce que si on extrapole, hein, on peut aller plus loin, etc. Disons que voilà, un client, c'est une personne. Si vous me dites un client peut être un client physique ou un client entreprise, ben, pareil, du côté de personne, on peut parler également de personnes physiques et de personnes morales. En tout cas, il y a lieu de faire un rapprochement et un croisement de ces clients avec ces personnes, hein, puisque je considère que tout client est une personne. Et de même, hein, là, dans la base du partenaire, j'ai des maisons et des appartements. Et donc, ces maisons et appartements sont des biens immobiliers.
Donc forcément, certains biens immobiliers à gauche peuvent être soit des maisons, soit des appartements. Et donc si je veux savoir tout simplement, hein, je veux répondre à cette question de l'utilisateur, je veux tous les clients qui sont propriétaires de maisons, hein, qui sont de surface minimum ou maximum de 100 mètres carrés. Bien, je cherche des clients. Bien, ok, dans la base interne, je les ai, clients. Mais dans la base du partenaire, eh ben, ces clients-là peuvent être des personnes. Donc, il va falloir faire cette translation, cette traduction, cette interprétation des clients comme étant, hein, pouvant être comme étant des personnes. Hein. Certaines personnes peuvent être des clients et donc peuvent être concernées par cette requête. Ensuite, propriétaire de maison. Ah, le mot maison, le terme maison est employé directement par la base du partenaire, mais il n'apparaît pas dans la base interne, sauf que, enfin, il n'apparaît pas directement en tant que source ici. Hein. Là, on a des biens immobiliers. Une maison peut être, enfin, le type d'un bien immobilier peut être maison ou appartement. Donc, le mot maison ou les maisons peuvent être identifiées en tant que telles dans la base du partenaire, hein, on le voit. Par contre, dans la base interne, les maisons peuvent être, en tout cas, retrouvées dans la colonne type de la base. Désolé hein, si vous entendez les enfants, hein, on est confiné depuis un certain nombre depuis 3 jours et ils commencent à s'impatienter un peu, hein, même si bien. Donc voilà un petit peu et puis après bon ben c'est pareil pour la surface. Donc là je dis de surface de 100 mètres carrés. Or ici j'utilise effectivement surface dans la base à gauche, dans la base à droite j'utilise le mot superficie. Hein, et il se pourrait que les unités de mesure ne soient pas les mêmes. Hein. Ça peut être, bon, là, il y a une base qui va utiliser, par exemple, les mètres carrés pour mesurer, et puis à droite, on peut utiliser une autre unité de mesure. Bon, effectivement, hein, pour les maisons et appartements, l'unité de mesure la plus utilisée, c'est le mètre carré, mais pour des distances, par exemple, hein, en Europe, en général, en France, on utilise le kilomètre pour mesurer des distances, pour exprimer des distances. Et aux États-Unis, on utilise par exemple les miles. Donc, si vous avez une base française et une base américaine qu'on voudrait fusionner ou intégrer, et ben là, il y a lieu de faire des conversions kilomètres-miles. Donc voilà, je résume tout cela en disant que l'intégration de données, son objectif principal, c'est de produire des données de qualité hein, à partir de plusieurs sources totalement indépendantes et hétérogènes. Qu'est-ce qu'une donnée de qualité? Une donnée de qualité, on vient de le voir, est une donnée riche, c'est une donnée complète, c'est une donnée qui donne le plus de variables statistiques ou de plus d'attributs possibles pour un même individu. Et puis après, c'est aussi des données qui contiennent le plus de lignes hein, ou d'individus possibles. On est d'accord que comparer cette base client où j'ai 5 clients et 4 variables avec celle-ci, là j'ai une variable en plus, j'ai un attribut en plus. Donc celle-ci, elle est meilleure. Et comparé à celle-là, elle donne 10 clients, contrairement à celle-ci, elle ne donne que 5. Donc celle-là, elle donne plus d'individus au sens statistique, hein, plus d'individus, et donc l'échantillon statistique, l'échantillon d'apprentissage sera beaucoup plus intéressant et pertinent hein, que cet échantillon de la base initiale. Donc, l'intégration de données produit des données de qualité en termes de richesse, mais aussi en termes de fiabilité de l'information. Hein. Comprenez que malheureusement, toutes les données que détiennent les organisations ou les entreprises ne sont pas forcément fiables et correctes. Hein. Il y a des erreurs hein, dans les données hein, que détiennent les organisations. Je partage avec vous un cas très très simple d'erreur qu'on a retrouvé dans une base d'un partenaire, enfin d'un partenaire avec qui on a travaillé dans le passé, dans un cadre d'un projet R&D. Ils avaient qu'on appelle ça des personnes, enfin des personnes. C'est dans le cadre, bon, je ne vais pas citer le contexte hein, pour ne pas faire de rapprochement. Hein, la privacy l'oblige. Hein, et on a quand même signé. Mustapha était d'ailleurs dans ce projet-là, hein, qui est partenaire de Captive Data, hein, qui était ici présent.
C'est un exemple qu'ont cité les gens du métier, qui est que, par exemple, dans leur base, il se pourrait bien qu'il y ait une habitation de type, exemple, T5, donc c'est un 5 pièces, exemple, un logement, une maison ou un appartement, peu importe, de 5 pièces, hein, et en même temps de superficie de 13 mètres carrés. Un 5 pièces qui soit de superficie de 13 mètres carrés, là, on se dit qu'on est d'accord, il y a un problème de fiabilité ou de qualité de données. Il y a une erreur quelque part. C'est soit le nombre de pièces qui est trop élevé, qui est erroné, c'est pas 5 pièces, c'est peut-être un T1 ou un T2 au maximum, ou c'est peut-être aussi la superficie qui est erronée. Hein. C'est pas, c'est pas 13 mètres carrés, c'est peut-être 73 mètres carrés. Donc on a oublié, enfin le 1, au lieu de saisir un 7, on a tapé appuyé sur la touche 1, ou alors un 0 qui a sauté, c'est 103, c'est pas 13. En tout cas, il y a une erreur à ce niveau-là. Et ben, l'intégration de données, hein, a pour objectif, pour deuxième objectif aussi, de détecter ce genre d'erreur. Hein, et donc, par la suite, hein, procéder à la fiabilisation, ou plutôt à la correction de l'erreur. Il y a des techniques, il y a bien sûr un cours dédié à la qualité de données qui n'est pas dans le cours d'intégration de données. L'intégration, elle prépare toutes les données, elle aide, elle contribue à la détection des erreurs, ensuite la fiabilisation, la correction des erreurs, dire quelle est la valeur la plus vraisemblablement erronée ou vraisemblablement correcte. Ça, ce sont des techniques dites de qualité de données et nous présentons bien sûr un cours également sur la qualité de données qui est séparé qui est différent en tout cas c'est un cours séparé de celui de l'intégration de données. Voilà, voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation-là. Donc au programme de cette formation-là, donc nous abordons cette problématique de l'intégration de données de manière un peu plus détaillée. On abordera ce que c'est l'intégration de données de manière, on va dire, conceptuelle, sa définition, hein, bien sûr, de manière conceptuelle, mais de manière un peu plus poussée, hein, un peu plus, on va dire, conceptuelle et théorique. Hein. Ensuite, on reverra, on fera un tour d'horizon des enjeux de l'intégration de données en partageant avec vous des cas d'usage réels, hein, donc à travers nos expériences de l'équipe, hein, en tout cas mise en commun par l'équipe Captive Data. Hein, donc nous travaillons tous en collaboration avec le monde industriel des entreprises. Hein, donc voilà, on s'est constitué donc une banque de cas d'usage ou de cas d'application ou d'utilisation de l'intégration de données ou du traitement de données tout simplement dans les entreprises, généralement moyennes et grandes entreprises. Ensuite, en point 2, on abordera les solutions. Donc là, je n'ai présenté que de manière assez superficielle ce que c'est l'intégration de données, ses enjeux. Dans le programme, bien sûr, on s'attaquera aux solutions. Comment on aborde cette complexité ou cette problématique d'intégration de données à travers les différentes architectures possibles, le pour et le contre, dans quel cas utilise-t-on telle ou telle architecture ou telle autre architecture. Ensuite, on prendra une des architectures dites ETL et on la mettra en pratique pour faire de l'intégration de données au mode classique, c'est-à-dire que pour traiter les données des entreprises, de la plupart des entreprises actuellement, d'accord. Et puis, on passera aussi à l'environnement Big Data. Comment faire de l'intégration de données en environnement Big Data? Où là, on passera à une architecture légèrement différente de l'ETL, hein, qui est celle de l'ELT. Hein. On inverse un petit peu le L et le T hein, pour pouvoir traiter un très grand volume de données. Ah, juste deux mots à ce niveau-là. Pourquoi on inverse le L et le T? C'est simplement pour pousser, regardez, le T, ce sont les traitements d'intégration de données. Hein. T, c'est c'est extract, comme vous pouvez le voir ici, extract, transform, load. Transform, en fait, ce sont tous les traitements hein, nécessaires à l'intégration des données. Et ce T-là dans l'ELT, hein, pour le big data, pour traiter un grand volume de données, eh ben, on l'a inversé avec le L. Pourquoi? Simplement pour pousser le T là où se trouvent les données. Hein. C'est-à-dire qu'on va réaliser le T là où sont stockées les données et pas l'inverse. Hein. Le TL, il fait un peu l'inverse. Hein. Donc, on va pousser tout simplement le T
dans les environnements Big Data comme Hadoop et Spark. Quand je dis Hadoop, c'est l'écosystème Hadoop, hein, ça peut être Hive, Pig, qu'on appelle ça Scoop, et puis après Spark, bien sûr. Voilà, voilà, donc j'espère avoir été plus ou moins clair dans cette présentation sur de l'intégration de données.